l'évaluation mi-parcours pour voir est-ce qu'on est dans le bon chemin, est-ce qu'il y a des actions à mettre en place pour éventuellement réajuster l'action. Et la différence, il y a plusieurs différences entre le suivi et l'évaluation. La principale différence, c'est que le suivi, se concentre sur la chaîne de production. Donc là, on est en train de mesurer est-ce que les activités ont été réalisées, est-ce que les produits, les extrants ont été réalisés. Donc là, c'est le focus, là, c'est pour le suivi. Par contre, du côté évaluation, on s'intéresse surtout sur les effets escomptés du programme. C'est là où on s'intéresse aux effets intermédiaires et à ce qu'on appelle l'impact aussi du projet. Autre différence entre les deux, c'est que le suivi se fait en temps réel. Ça peut être chaque semaine, chaque 15 jours ou bien chaque mois, mais c'est un suivi continu et régulier. Par contre, l'évaluation se fait à un moment bien précis. Les destinataires du suivi, ce sont généralement les gestionnaires du programme, de l'intervention et les équipes opérationnelles. Par contre, les destinataires ou bien les utilisateurs principaux de l'évaluation, ce sont les bailleurs de fonds et les décideurs. Autre différence entre les deux, ce sont les données. Les données utilisées par les suivis, ils diffèrent de celles utilisées par l'évaluation. On va voir tout à l'heure quelques aspects sur les données. Aussi, il y a les critères. Les critères mobilisés par le suivi et les critères mobilisés par l'évaluation. Donc, en ce qui concerne les suivis, ce sont généralement des indicateurs bien définis, donc spécifiques pour la réalisation des activités et des extrants. Donc, les extrants, on a dit, ce sont les produits, la prestation rendue. Et pour l'évaluation, il y a généralement plusieurs critères. Donc, ce sont les critères d'efficience, d'efficacité, la pertinence et la cohérence, l'impact, la durabilité, en plus des critères transversaux comme l'équité et le genre. Merci Eric de passer à la prochaine diapo. Alors, pourquoi il est important de mettre en place un système suivi et évaluation dès la conception des projets? Tout d'abord, pour améliorer la qualité des interventions. Alors, si on met en place un système de suivi, on est sûr d'avoir une image réelle des réalisations sur le terrain. Ça aide les gestionnaires de projets de sonder l'évolution et l'exécution des travaux et éventuellement prendre des réponses immédiates et en temps réel pour des éventuels écarts. Autre point, c'est ça permet d'adapter et un ajustement continu. Donc, grâce au suivi, les responsables de l'implémentation des interventions peuvent ajuster euh, l'action euh, en temps réel et enfin, ça facilite le suivi, facilite aussi l'évaluation finale qui sert pour la prise de décision, comme j'ai tout à l'heure souligné ce point de la prise de décision parmi la finalité de l'évaluation. Alors, si on a un bon système de suivi durant tout le projet, au moment de l'évaluation, on dispose d'assez de données qui reflètent l'historique, le déroulement des travaux, et l'évaluateur, à ce stade, par exemple à la fin de l'intervention, peut parcourir l'historique et les déroulements des travaux durant tout le programme ou bien l'intervention. Donc, on peut dire en résumé que le suivi permet d'alimenter le travail de l'évaluateur qui va se dérouler après l'intervention. Merci Eric de passer à la diapo prochaine. Alors, on va voir, pardon, non, c'est pas celle-là. D'accord, c'est bon, Eric, merci. Alors, maintenant, on va voir 10 démarches pratiques pour une meilleure intégration du système suivi et évaluation. Donc, la première des choses, donc, il faut définir clairement les objectifs. Ça, c'est très important dans l'élaboration d'un système de suivi et évaluation.
Donc, quand on dit définir clairement les objectifs, donc il faut que les objectifs soient SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Cela permet de mieux aligner le système suivi et évaluation avec les résultats attendus de l'intervention. Ça permet aussi de clarifier la théorie de changement, ça c'est aussi très important. Donc, pour les personnes qui ne sont pas familiers avec ces mots, donc là, ces terminologies, alors la théorie de changement, c'est tout simplement la logique derrière l'intervention, c'est-à-dire expliquer les liens entre les activités et les résultats intermédiaires et l'impact. Donc, ça permet de bien cibler ce qui doit être suivi et évalué. Donc, définir ou bien clarifier la théorie de changement, ça veut dire on a une idée claire sur comment, à travers les activités, on va aboutir à cet impact escompté. Le deuxième point, c'est élaborer un cadre logique ou une matrice des résultats. Donc, développer une matrice des résultats, c'est inclure les objectifs, les résultats attendus, ainsi que les indicateurs de suivi pour chaque niveau. Donc, quand je dis pour chaque niveau, c'est au niveau des extrants, au niveau des résultats intermédiaires et aussi au niveau des résultats à long terme. Cela donne une structure pour évaluer l'avancement des projets. Ça, c'est très important d'avoir cette matrice de résultats. Aligner les activités avec les résultats. Donc, on doit s'assurer que chaque activité est liée avec un résultat mesurable. Ça, c'est très important. On doit s'assurer que chaque activité est liée avec un résultat qui est mesurable. En ce qui concerne les indicateurs, donc il faut choisir des indicateurs clairs et mesurables. Donc, ça peut être des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour évaluer les progrès du projet. Donc, on doit s'assurer que ces indicateurs sont pertinents et mesurent bien ce qui doit être évalué. Une chose que j'ai oublié tout à l'heure de citer, c'est que généralement, pour le suivi, on mobilise des indicateurs quantitatifs et pour l'évaluation, on utilise des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Aussi, il faut prendre en considération, lors de la phase de la conception du système suivi évaluation, des dimensions transversales. Donc, on doit, au niveau des indicateurs, inclure tout ce qui est indicateurs liés à l'égalité genre, à l'équité, l'inclusivité et les droits de l'homme. En ce qui concerne le système de collecte de données, donc il faut prévoir des outils de collecte de données, définir les méthodes de collecte, c'est-à-dire les enquêtes, les groupes de discussion, les entretiens, les observations, mais aussi les sources de données. Donc, généralement, les sources de données, ce sont les parties prenantes, y compris les bénéficiaires, mais aussi les documents administratifs. Établir un calendrier de collecte de données. Donc, au niveau du suivi, donc, on doit établir les moments où les données seront collectées. Ça peut être, comme j'ai dit, par semaine, bien mensuel, trimestriel et annuellement. Dans des organisations internationales, par exemple, ils ont même opté à ce que les responsables de l'implémentation, c'est eux qui rentrent directement, qui insèrent directement les données dans le système de suivi des organisations internationales pour qu'il y ait pas de perte de données et surtout pour gagner du temps. On passe à la prochaine diapo. Merci Eric. C'est l'avant-dernière. Oui, merci. Alors, en ce qui concerne la planification et la gestion de l'analyse des données, donc il faut concevoir un système de gestion de données à travers les processus et les outils pour stocker, analyser et présenter les données. Généralement, on travaille avec des tableaux de bord, des logiciels de gestion de projet, etc. Et il faut aussi assurer la qualité, ça c'est un point très important, la qualité des données. Il ne suffit pas d'avoir des données, mais il faut s'assurer de la qualité des données, à savoir leur précision, la cohérence et la fiabilité. Et aussi, il faut s'assurer, est-ce que l'évaluateur ou le responsable de suivi, est-ce qu'il peut vérifier cette qualité? Est-ce qu'il y a les moyens de vérifier cette qualité? Et tout ceci pour éviter les biais et les erreurs. Prévoir des mécanismes de retour d'information et d'apprentissage, ça permet aux équipes de projet de tirer les leçons en continu grâce à des informations fournies
par le suivi. Cela favorise euh, une adaptation rapide des actions si nécessaire. Aussi, ça facilite l'apprentissage organisationnel. Donc, il faut documenter et partager les leçons apprises euh, qui sont issues du système de suivi pour améliorer euh, la performance de l'intervention en cours, mais aussi guider les projets futurs. Maintenant, on arrive au budget. Au niveau de la conception du projet, on doit bien sûr allouer à des ressources financières et humaines, bien évidemment, pour le système de suivi et évaluation. Alors, il y a deux parties ici, donc ça dépend des organisations, mais en général, il faut prévoir dès la phase de la conception les ressources humaines et financières suffisantes pour le système de suivi. Alors, il y a deux types ici de ressources. Alors, il y a les ressources qui travaillent, par exemple, dans l'organisation, responsable de l'implémentation, c'est le responsable suivi et évaluation. Donc, on doit euh, avoir un spécialiste, un technicien pour le suivi, mais aussi, on doit aussi avoir des budgets pour la conduite des évaluations indépendantes. Donc, on fait appel à des cabinets pour la conduite des évaluations. Aussi, un point très important, il faut avoir des compétences mobilisées pour le suivi. Donc, on doit s'assurer que le personnel chargé du suivi possède les compétences techniques nécessaires pour mener à bien ces activités. Donc, il ne s'agit pas uniquement de suivre des données et collecter et présenter une analyse sous forme des tableaux de bord, mais aussi il faut que le responsable suivi l'évaluation il faut qu'il ait les compétences pour choisir un prestataire pour mener l'évaluation finale, par exemple, et avoir les compétences de suivre la prestation du cabinet externe. Comme je dis tout à l'heure, donc pour les interventions, on peut avoir une évaluation à mi-parcours, donc au milieu du programme, de l'intervention, pour ajuster la stratégie et les actions en fonction du résultat intermédiaire. D'accord? Et pour l'évaluation finale, donc généralement, il y a deux types d'évaluation finale. Il y a l'évaluation ex post et l'évaluation finale, mais en général, ce sont pour mesurer les résultats. Ça peut être résultats intermédiaires ou bien les résultats à long terme, ce qu'on appelle l'évaluation d'impact. La dernière diapo, s'il te plaît, Eric. Merci. Alors, je termine par deux points clés aussi, qui sont très importants pour la mise en place d'un système de suivi et évaluation, l'ère de la conception des documents projets, en l'occurrence l'implication des parties prenantes. Donc, il faut s'assurer qu'il y a un engagement des parties prenantes. Donc, qui sont les parties prenantes? Ce sont les bénéficiaires, les partenaires, les bailleurs de fonds. On doit s'assurer qu'ils sont impliqués dès la phase de la conception pour garantir que ce système de suivi et évaluation répond à leurs besoins d'information. Bien sûr, chaque partie prenante elle a un besoin spécifique d'information. Ce besoin qui dépend à la fois de la forme et de fond, mais on doit prendre en considération ce genre de besoins spécifiques des parties prenantes. Il y a aussi un besoin de redevabilité, donc des parties prenantes qui ont des comptes à rendre, et donc ils ont besoin d'un type de suivi spécifique. Donc c'est à ce moment-là qu'on doit les intégrer, mais aussi encourager la participation des bénéficiaires, ou bien ce qu'on appelle les participants à une intervention. Donc il faut prévoir euh, des mécanismes de suivi participatif pour inclure les perspectives des bénéficiaires dans le processus de suivi et évaluation. Normalement, au cours de l'évaluation, le responsable de l'implémentation des interventions, le responsable suivi et évaluation doit de temps en temps aller vers les bénéficiaires et s'enquérir de leur perception et du déroulement de l'intervention et ne pas se fier uniquement aux indicateurs quantitatifs et attendre à la fin pour qu'il y ait une évaluation finale. Je termine avec le dernier point. Donc, lors de cette phase de conception de projet, il faut aussi prendre en compte les risques et les hypothèses. Ça, c'est très important aussi. Donc, une théorie de changement, si vous vous souvenez, j'ai dit qu'une théorie de changement, c'est une logique, c'est une perception de comment, à partir des résultats,
on doit aboutir à des activités, on doit aboutir à un résultat. Généralement, le lien logique, on dit le lien logique entre les deux, il est basé sur une hypothèse. C'est-à-dire, si je construis une maison, les enfants vont intégrer les écoles. Donc ça, c'est une hypothèse. Alors, ce n'est pas toujours valide. Donc, il y a plusieurs projets où on a construit les écoles, mais les enfants, le nombre d'inscrits à l'école n'a pas augmenté. Pourquoi? Par exemple, les routes n'étaient pas adaptées pour que les enfants puissent aller à l'école. Donc, c'est une hypothèse. Donc, au niveau de système suivi-évaluation, il faut identifier les risques qui pourraient affecter la mise en œuvre du projet et définir les indicateurs pour suivre ces risques. Donc, aussi, il faut mettre en place des indicateurs pour l'analyse, pour le suivi des risques et tester les hypothèses. Donc, s'assurer que les hypothèses à la théorie de changement que je viens de citer sont vérifiables et qu'ils sont intégrés dans le suivi. Donc, voilà, mon intervention prend fin. Donc, je pense que j'ai respecté le temps. Alors, en résumé, on peut dire que le suivi et l'évaluation sont deux concepts différents. Le suivi, il concerne un processus continu durant toute intervention pour avoir une image qui reflète l'exécution des travaux durant toute l'intervention. Par contre, l'évaluation, ça vient soit à mi-chemin ou bien à la fin. Il y a plusieurs différences entre les deux. Généralement, l'évaluation, c'est analytique et les suivis, c'est descriptif. Mais ce qui est important à retenir, que les deux concepts sont très importants, surtout au niveau de la conception, et que le système suivi, c'est lui qui alimente en partie le travail de l'évaluateur qui vient à la fin de l'intervention pour conduire une évaluation finale. Voilà, je remercie pour votre attention. J'espère que je n'étais pas trop long. Merci, M. Talla, pour cette présentation. Ne vous en faites pas. La présentation était tellement riche que nous n'avons pas vu le temps. Merci beaucoup. Nous allons passer dès à présent la parole à M. Yao pour faire sa présentation. Merci, M. Yao. Vous avez la parole. Alors, bonjour. Je vous remercie pour ce panel. Permettez-moi de partager Bon, je vais couper ma vidéo parce que j'ai un souci de connexion. OK, merci beaucoup. Je suis... Apparemment, monsieur Yao a un problème de connexion. Non, je pense qu'il a coupé son micro, quoi. On le voit. Peut-être qu'il s'est trompé pour couper le micro. Ok, d'accord. Monsieur Yao, votre micro est coupé. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Aussi, votre présentation n'est pas en mode diapo. Hein. Ça, c'est pas, Okay, c'est pas facile. J'arrive. C'est bon maintenant? Je reviens. C'est partagé? Non, Oui, mais c'est pas en mode diapo toujours. Une minute.
Ok. Si vous J'ai pouvez des arrêter le difficultés à partage. partager. Oui, arrêtez le D'accord, partage, ok. je prends la main. D'accord, Mm. d'accord, d'accord. Alors, je disais que je devrais intervenir sur les principaux défis que rencontrent les gestionnaires de projets lors de l'intégration de sujets d'évaluation dans les documents projets généralement élaborés. Alors, pour faire ce travail, j'ai eu à faire juste quelques collectes de données autour de 15 et sinon 11 pays, dont 9 pays dans la zone CEDEAO, puisque comme j'étais chargé de suivi évaluation, j'avais encore gardé certains contacts avec certains responsables de projets dans les ministères, principalement chargés de l'eau. Donc, vous pouvez aller sur le diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, les personnels et puis ceux de choses, comment on appelle ça, de la zone CEMAC, principalement le Cameroun et la Centrafrique, où j'ai vraiment travaillé avec l'Union européenne. Alors, il faut reconnaître que les réalités des pays diffèrent. Donc, ce que je vais présenter ici peut ne pas être reflété totalement l'image de tout ce qui doit, tout ce qui est autour des défis que rencontrent les gestionnaires de projets. Et c'est l'occasion aussi de partager, parce que moi, j'aime beaucoup cette technique d'andragogie où chacun participe, où on apprend aussi. Donc, c'est un peu ça. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Ici, il faut reconnaître que parmi les défis cités, il y en avait plusieurs lors de des analyses, mais les défis qui revenaient plus c'est ça que j'ai essayé de retenir en 4 grands défis. Donc, permettez-moi de les présenter. Premièrement, il faut reconnaître que dans les administrations publiques, il y a un problème de manque de capacité technique en ce qui concerne le suivi et évaluation. Pourquoi? Parce que, bon, dans les administrations, aujourd'hui, on remarque beaucoup de gestionnaires de projets qui n'ont pas vraiment les capacités en la gestion dans le domaine. Certains élaborent des documents et n'ont pas cette capacité d'intégrer le suivi et évaluation dès le début. Du coup, quand on recrute un gestionnaire de projet, parfois ça le crée des problèmes et cela peut entraîner évidemment l'absence de données, hein, l'absence des indicateurs pertinents pour pouvoir évaluer tout ce que M. Salah a présenté et a montré que le suivi d'évaluation nécessite des données pertinentes, comme les indicateurs. Il y a aussi les données de base, les baselines, les données de base du projet. Normalement, ce sont des données qui doivent permettre de mieux permettre aux suivi évaluateurs de remplir ces tâches. Et ça doit être élaboré dès le début de l'élaboration du document projet. Ce qui n'est pas le cas dans les administrations publiques pour des raisons évoquées. Alors, quelles sont les solutions concrètes que nous proposons à l'issue de ça? Il faut organiser des formations spécifiques sur les outils et les techniques de suivi et évaluation pour les gestionnaires de projets au sein de l'administration publique et de l'équipe projet. Donc, nous pensons que si on donne des formations, on accentue plus des formations sur les outils et techniques de suivi et évaluation dans les administrations publiques, cela peut résoudre le problème. Cela peut également inclure lors de ces formations les logiciels de suivi et évaluation comme les logiciels riches de la Banque mondiale. Bon, ça, je félicite également le gouvernement togolais où, lorsque j'étais au niveau de la Banque mondiale, on avait un logiciel de suivi et évaluation qui a fait vraiment des merveilles. Il s'agit de l'application riche où même on a formé ceux de l'administration publique, à savoir les ministères de l'Environnement,
tous ceux qui étaient sur les projets à avoir les compétences en suivi et évaluation dans l'amendement de ce logiciel. Donc, je pense que c'est ça, et c'est une solution très pertinente. Et également, renforcer la capacité des gestionnaires de projets dans les administrations en la matière en la collecte et analyse des données. Parce que c'est important. Il y a d'autres personnes qui se disent gestionnaires de projets ou bien suivi évaluateurs, mais ils n'ont pas cette capacité de faire la collecte et l'analyse de données. Du coup, même si on recrute un consultant, la personne peut venir faire n'importe quoi et partir. Bon, puisqu'on n'a pas cette compétence, on ne peut pas vraiment suivre ce qu'il faut. Donc, il faut ce renforcement des capacités. Slide suivant, s'il vous plaît. Autre défi, c'est la résistance au changement dû à l'insuffisance de culture en suivi-évaluation. Évidemment, c'est lié à la au premier défi plutôt, puisque si les gens n'ont pas cette culture de suivi-évaluation dès le début, c'est difficile. C'est difficile. Pourquoi? Parce que eux, ils vont penser que c'est une tâche supplémentaire qui vient alourdir leur charge de travail. Parce qu'ils trouvent ça que le suivi-évaluation, non, ça c'est... Avant, on faisait ça, surtout dans les administrations, on fait face à des gestionnaires de projets qui sont, excusez-moi, de la vieille école. Donc, avant, ils avaient l'habitude de faire les projets sans même mettre ces approches de suivi-évaluation dedans. Donc, maintenant, il y a cette résistance au changement, à cette nouvelle donne d'impliquer le suivi-évaluation dès le début même de l'évaluation. Donc, voilà un peu autre difficulté que nous avons eu à collecter également lors de notre petite enquête. Alors, quelles sont les solutions que nous proposons face à ce défi de résistance au changement dû à l'insuffisance de la culture de suivi-évaluation? Les solutions, s'il vous plaît. Monsieur Dessous. Monsieur Dessous. Allô? Allô? Vous me recevez? Monsieur Yao, je pense que Monsieur Dessous a réagi, je vois. Ah, voilà, dans le tableau. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Comme approche de solution que nous avons, c'est il faut sensibiliser l'équipe sur l'importance du suivi-évaluation. C'est qu'il faut qu'on sensibilise l'équipe. Dans chaque administration, il faut faire la culture de suivi-évaluation. Il ne faudrait pas qu'on dise que c'est après l'élaboration du document projet qu'il faut intégrer le suivi-évaluation. Non, il faudrait les amener à comprendre que le suivi-évaluation commence dès le début du document projet. Une petite anecdote, lors de notre collecte de données, un collègue d'un ministère, je pense, d'un pays de l'Afrique de l'Ouest également, m'a partagé que, oui, chez lui, par exemple, quand on parle de suivi-évaluation, les gens pensent que c'est réservé à la fin du projet. Donc, lors de l'élaboration du document projet, c'est les cadres du ministère ou bien de l'administration qui se retrouvent et ils définissent le document projet, sans même prendre en compte ce côté du suivi-évaluation. Donc, je pense qu'il faut aller vers la sensibilisation, impliquer activement les apprenants, les parties prenantes plutôt, dans la conception et lors de l'application pour qu'ils puissent mieux intégrer le suivi-évaluation dans leur document de projet. Pour ceci faire, cette situation pourrait améliorer la performance globale du projet. Alors, on passe à autre défi. Tout de suite, M. Salah a partagé et parlait d'un côté qu'il s'agissait de l'allocation des ressources pour le suivi-évaluation. Évidemment, oui. Aujourd'hui, quand on parle de suivi-évaluation, dans l'administration publique, on pense d'abord aux actions. Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'argent qu'on a?
Et il faut reconnaître aussi qu'il y a certains projets purement financés par l'État. Du coup, le choix le choix de l'allocation des fonds est guidé directement sur l'activité, le résultat, qu'est-ce qu'on veut. Cependant, aller vers le suivi-évaluation, non. Il faut reconnaître également que la nomination des personnes comme les gestionnaires de projets là, sur ces projets est déjà élaborée. Très souvent, n'ont pas cette compétence en suivi-évaluation. Du coup, eux, ils vont trouver que ce n'est qu'une banalité. Ça n'a pas vraiment effet d'être de mettre le suivi-évaluation. Du coup, ils trouvent que c'est une charge supplémentaire qui donne encore des coûts. Or, l'État n'a pas ces fonds pour pouvoir faire le suivi-évaluation. Cependant, le suivi-évaluation nécessite également des ressources financières adaptées à l'intégration. Et l'intégration tardive peut entraîner un manque de budget et du personnel qualifié pour mener à bien ces activités, car ces éléments n'ont pas été prévus lors de l'élaboration du projet. Alors, qu'est-ce que nous proposons comme solution concrète? C'est d'identifier et allouer les ressources nécessaires, c'est-à-dire humains, financiers et matériels, pour mettre en œuvre le suivi-évaluation. C'est qu'il faudrait que, lors de l'élaboration du document projet, il faut clairement, depuis à ce niveau, identifier et allouer des ressources. Il faut savoir que telle activité est réservée nécessairement, le suivi-évaluation est réservé pour un chargé de suivi-évaluation, ou même si le gestionnaire a ses compétences pour pouvoir conduire, il doit réserver des ressources pour pouvoir mener à bien cette activité. On peut passer à d'autres défis, s'il vous plaît. Bon, je peux passer. Alors, autre défi également, c'est le manque d'engagement. Hein? Autre défi également, c'est le manque d'engagement, hein, le manque d'engagement des parties prenantes. Il faudrait que chaque partie prenante, lors de son projet, ait cette capacité de... Monsieur Dessous, la présentation est partie. Oui. OK. Monsieur Dessous, si vous êtes avec nous. D'accord. Il y a un souci technique, c'est ça? Il y a sûrement un problème de réseau. Je pense que monsieur Dessous a un souci de connexion, je crois. OK. Alors, je peux j'essaie de présenter, mais ça ne me donne pas la même. Pardon? OK. Alors, je parlerai de l'autre défi, c'est le manque d'engagement des parties prenantes. C'est-à-dire que si le suivi-évaluation n'a pas été inclus dès le début, il peut être plus difficile d'obtenir l'engagement des parties prenantes lors du suivi-évaluation. Donc, c'est important qu'il y ait l'engagement de toutes les parties prenantes lors de l'élaboration du document projet.
elles peuvent également ne pas avoir la valeur ajoutée de ces activités et ou être peu disposées à fournir des informations nécessaires. Évidemment, oui, surtout dans l'administration publique, les réalités ne sont pas les mêmes comme dans le secteur privé où bon, chaque acteur est appelé à donner un résultat. Parfois, il y a d'autres, peut-être c'est par effet de jalousie ou bien, bon, effet de mécontentement ou bien de rancune, peut-être envers un gestionnaire ou bien un suivi-évaluateur. Il trouve que peut-être s'il donne toutes les informations au suivi-évaluateur, on va voir qu'il a mal géré le projet ou bien il a mal, comment on appelle-t-on, mené les activités de ce projet. Du coup, il peut être réticent à fournir les informations nécessaires au suivi-évaluateur. Donc, c'est important de renforcer, hein, il faut renforcer l'engagement de toutes les parties prenantes dans les réunions à travers les réunions de revue de performance. Généralement, au niveau de la Banque mondiale, qu'est-ce qu'ils font chaque début du mois, on a les projets de chaque État, ça peut être de chaque ministère, on est appelé à faire des réunions de performance, c'est-à-dire que quelles sont les activités déjà effectuées, les activités à venir et puis ainsi de suite, les difficultés rencontrées. Déjà, en faisant, je pense que ce cadre-là permet à chaque intervenant de comprendre l'importance du suivi-évaluation et de contribuer efficacement à fournir les informations au moment de l'évaluation ou bien de collecte de données pour faire le suivi-évaluation. Comme je l'ai dit, c'est juste quelques enquêtes que j'ai faites pour pouvoir trouver ces informations. Donc, c'est ce qui venait le plus que j'ai voulu partager avec vous. Sinon, il y en avait plusieurs défis. Et je serais honoré également qu'à la fin aussi, peut-être il y a nos aînés ici, certains ont des défis aussi également. C'est l'occasion aussi de partager pour qu'on puisse apprendre davantage. Je vous remercie et je m'arrête ici. Merci beaucoup. Merci, M. Yao, pour votre présentation. C'est bien noté. Je pense qu'il y a également nos participants qui peuvent également partager leurs expériences en matière de défis et pourquoi pas proposer des approches de solutions comme vous venez de le faire. Sans plus tarder, nous allons inviter Mme Bossou à faire sa présentation. Mme Bossou, vous avez la parole. Merci. OK, merci Madame Evelyne. Merci à mes collègues qui m'ont précédé, qui ont un peu déblayé le terrain. Donc, au vu de la présentation des collègues, on est tous unanimes que l'intégration du suivi et d'évaluation dans le cycle du projet demande à être équilibrée par rapport aux facteurs temps et aux différentes phases de mise en œuvre du projet. Donc, on peut retenir qu'une considération importante doit être accordée au suivi et évaluation dans la durée des cycles de projet. Il y a certains projets qui sont sur 12 ans, là on va parler de programme, que le bailleur décide de saucissonner par année. Là, c'est difficile pour nous de pouvoir déjà, au cours des cycles, définir l'impact et tout. Et aussi, une chose qui nous échappe, c'est la présentation du système de suivi et évaluation de manière formalisée, tel qu'on présente le document de projet. On oublie de présenter le système de suivi et évaluation sous forme de livrable. Et ça constitue un problème pour le gestionnaire de projet qui évolue dans la gestion de son projet sans toutefois tenir compte du cadre de suivi et évaluation. C'est un document qui doit être remis et validé par le comité de pilotage qui a vraiment en charge le suivi du projet. Donc, c'est des choses que de façon opérationnelle, on n'a pas et qui constituent un handicap pour la mise en œuvre de nos projets. Donc, on recommande de partager, de mettre à disposition des parties prenantes un cycle d'intégration du suivi et évaluation clair et explicite, détaillant non seulement les différentes étapes de l'action, parce que quand on suit les différentes présentations tout à l'heure,
on est d'accord qu'il faut une évaluation ex-ante, une évaluation au cours du projet et une évaluation à la fin. Ça, c'est le minimum qu'il faut. Et si le plan n'est pas clair, c'est difficile aux gestionnaires de projet de tenir compte de tout ça. La finalité de nos interventions est vraiment importante pour la communauté. Donc, du coup, il faut ces indicateurs, comme je l'ai déjà dit précédemment. Donc, il est recommandé une approche systémique par laquelle identifier les dysfonctionnalités. Si on n'a pas les indicateurs attendus, on ne saura pas les dysfonctionnalités qu'il y a pour pouvoir corriger au fur et à mesure pour nos actions. Donc, nous pensons qu'il existe un consensus général sur le fait que le suivi est une fonction de la gestion à part entière, mais de plus en plus, on constate que malheureusement, le suivi, évaluation est déconnecté de la gestion et cela amène à des situations difficiles en termes de gestion de projet. Cette séparation reste assez commune aujourd'hui. Et il faut vraiment qu'on puisse prendre des dispositions pour corriger ça. Les experts en suivi-évaluation ou nos collègues qui sont dans le domaine de suivi-évaluation, ils pensent qu'ils sont souvent détachés de la gestion et ne nous associent souvent pas. C'est après on nous présente les indicateurs, on demande des comptes pour dire mais tel indicateur, pourquoi vous n'avez pas atteint ça? Alors qu'on oublie qu'à l'avance, il faut nous informer pour qu'on puisse tenir compte de ça dans nos actions. Je dirais même mieux, le suivi-évaluation doit être même impliqué quand nous on soumet nos TDR pour faire une action, parce qu'ils doivent nous orienter tel que l'activité est prévue. Est-ce que ça peut nous permettre d'atteindre les indicateurs à la fin pour qu'on puisse vraiment rendre compte aux partenaires? Donc, voilà un peu les difficultés qu'on a et quelles sont les conséquences de l'absence d'un plan de suivi-évaluation qui n'est pas suffisamment partagé. C'est qu'on perd souvent des ressources. On perd des ressources aussi bien en termes de temps de travail, et ressources financières, énergie humaine et tout. Et c'est à la fin que le suivi-évaluation vient avec son rapport pour nous demander des comptes, pour demander à faire des ajustements. Et quand ça vient, c'est souvent tard, soit il n'y a plus de ressources, soit il n'y a plus suffisamment de ressources et on est obligé de trouver des équilibres. Je vais prendre un exemple. J'ai un projet que j'exécute et le suivi-évaluation attend et me demande de compte par rapport, l'indicateur c'était le nombre de prestataires à former, par rapport au nombre de prestataires à former. Mais en temps, sur ce projet, il n'y avait pas du tout de ressources par rapport à ça. Je me dis, si en amont, le plan était vraiment partagé par tous et qu'un suivi était fait ensemble avec le gestionnaire de projet, on aurait pu identifier ce problème. Il y a un souci par rapport aux prestataires formés, que c'est un indicateur contractuel, mais qu'on n'a pas de ressources pour pouvoir répondre à ces indicateurs. Donc, voilà un peu les difficultés que ça amène et après on court à la fin des projets pour pouvoir rattraper. Et pour corriger tout ça, nous pensons qu'il faut sensibiliser et former. Il faut sensibiliser aussi bien les gestionnaires de projets que les collègues en charge du suivi et évaluation et les former pour que les dispositions par rapport à la mise à disposition des données se fassent en temps réel. Attirer aussi l'attention pour que le gestionnaire puisse vite ajuster quand les indicateurs attendus ne viennent pas à temps pour qu'il puisse corriger sa stratégie d'intervention aux besoins pour aller et aussi pouvoir vraiment, souvent dans nos projets, on le sait, on met en place des cadres de suivi, des comités de pilotage et tout, mais souvent, on ne profite pas trop de ces creusets. Pouvoir vraiment profiter des creusets mis en place, des comités de pilotage, pour pouvoir faire le point, partager les différentes informations afin que ce soit facile pour tout le monde. Donc, voilà un peu ce que je vais partager avec vous. Avec les questions et les interventions, on pourra compléter. Merci. Merci, Madame Bossou.
L'Amazone béninoise, merci d'avoir partagé avec nous votre expérience. C'est sûr qu'il y aura des questions. Vraiment. J'en vois déjà dans le chat. Je vais inviter nos intervenants à poser les questions, soit en levant la main de manière virtuelle ou en écrivant dans le chat vos questions afin que je puisse les transmettre. Merci. Alors, en attendant les questions de nos différents participants, j'aimerais demander à nos experts qui ont l'habitude. Oui, monsieur Bossou. Il y a des collègues qui ont levé la main. Allô? Allô? Il y a- Allô? Je n'avais pas remarqué. Merci, monsieur. Oui, il y a Bossou. monsieur Zombou. Allô? Merci. Oui, nous écoutons monsieur Madame Zombou. Bosso? Oui, merci beaucoup de me passer la parole. Je suis monsieur Zombou Ngouné Marcel, économiste de formation et expert planification, suivi, évaluation. Je tiens déjà à remercier la qualité des échanges d'aujourd'hui avec les différents panélistes qui nous ont énormément édifiés, notamment sur les concepts de suivi et évaluation, sur les défis à relever et sur le partage d'expériences qui véritablement vient davantage enrichir nous qui sommes au quotidien dans l'élaboration, le suivi et l'évaluation de ces projets. Mais ma préoccupation porte sur l'institutionnalisation du suivi et évaluation dans une administration. Ma question s'adresse au deuxième panéliste qui a véritablement abordé les difficultés et les défis auxquels sont confrontées certaines administrations et qui est un problème réel. C'est vrai qu'il nous a présenté un peu quelques données qui ont été collectées, notamment auprès de 9 États de la CEDEAO et 2 au niveau de la CEMAC. Il faut quand même relever quand même qu'au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest, la gestion des projets ou bien le suivi évaluation est un peu assez avancé, d'où leur crédibilité en matière d'accompagnement financier des bailleurs de fonds. Mais au niveau de la CEMAC, j'aimerais bien aussi que la réflexion soit un peu plus poussée parce que nous avons encore ce défi-là, le défi de l'institutionnalisation du suivi et évaluation dans nos administrations. Et à cet effet, j'aimerais bien, avec l'expérience du deuxième panéliste, comment ce défi peut être relevé pour véritablement bien impulser la mise en œuvre de l'institutionnalisation du suivi et évaluation dans les administrations. Comment pallier à ce défi-là? Quelles sont les mesures que nous pouvons apporter pour corriger ce manquement-là? Voilà un peu ma préoccupation qui s'adresse particulièrement au deuxième panéliste. Mais ça laisse aussi la latitude aux autres de pouvoir apporter les éléments de réponse. Sur ce, je vous remercie et je vous renvoie la tête. Merci, madame. Merci, monsieur Marcel, pour votre préoccupation. Nous allons laisser la parole à monsieur Yao afin qu'il puisse apporter sa contribution. Merci. Alors, merci beaucoup, monsieur Marcel. Effectivement, je m'attendais, ce fut un plaisir pour moi de savoir qu'il y a au moins certaines de la zone CEMAC aussi qui sont parmi nous aujourd'hui. Effectivement, moi, par exemple, bon, c'est pas que je vais directement pour indexer un pays, mais quand j'étais pratiquement en Centrafrique, j'ai fait une remarque. Comme vous l'avez dit, dans les administrations publiques, quand on parle de suivi évaluation, c'est que, bon, pour l'instant, ce n'est pas encore ancré dans la vision des décideurs, selon moi, selon ce que j'ai vu, parce que j'ai eu à mener aussi certaines activités avec certaines administrations où parler de suivi évaluation, ils trouvent bien sûr intéressant la thématique, intéressant l'approche, mais ils n'ont pas la capacité de le faire. Certains ont la volonté d'apprendre. Je pense qu'aujourd'hui, surtout dans la zone CEMAC, là, le problème, c'est au niveau de la formation. Est-ce que les administrations, ou bien au niveau des ministères, lorsqu'on remarque ces manquements, est-ce qu'on approche le premier décideur pour pouvoir promouvoir des formations dans ce sens?
par exemple, la dernière mission que moi j'ai faite en Centrafrique, c'était pour former certains cadres d'un ministère dans ce domaine sur les questions liées à la gestion axée sur les résultats et également le suivi, évaluation axée sur les résultats. Donc ça, c'était quelque chose, tous ceux qui ont participé étaient tellement intéressés, ils voulaient même aller plus en profondeur pour découvrir encore d'autres choses. Je pense qu'il y a la volonté. Il y a la volonté dans ces pays-là d'aller vers là, mais seulement que les décisions doivent prévenir et il doit y avoir une formation, je ne sais pas, formatage ou bien une prise en compte sérieuse de ce problème par les décideurs, les premiers décideurs, parce que c'est eux, puisque c'est eux qui décident pour l'administration publique, c'est eux qui doivent décider. Pourquoi pas mettre en place des formations ou bien envoyer ces cadres-là se former dans l'Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est déjà des solutions comme ça. Et je prends aussi le cas aussi un peu du Cameroun également, où j'ai eu aussi à titiller avec certains administrateurs. Il y a aussi ce problème-là là-bas. Il y a ce problème-là. Et il y a moi je trouve que le problème, c'est la culture du suivi-évaluation. Parce que dans ces pays, excusez-moi, on a nommé certaines personnes pour gérer les projets. Du coup, quand on parle de suivi-évaluation et on montre déjà tout ce que le suivi-évaluation fait, la personne a peur. Elle a peur pourquoi? Parce que, entre-temps, quand elle prend un projet, il y a une mauvaise gestion de ce projet. Du coup, s'il y a le suivi-évaluateur, lui va détecter qu'il y a ce problème-là et va reporter cela. Voilà ce que je vois. Maintenant, l'autre paradoxe, ce qui est paradoxal aussi, c'est que certains bailleurs de fonds qui se trouvent dans cette zone-là aussi, à ce que de mon expérience, et mettent en place aussi des programmes aussi, projets aussi, sans même aller vers l'évaluation. C'est ce qui me tonne un peu. Bon, je me réserve, mais seulement que je trouve ça un peu, ou bien comme l'État, les États, ou bien les ministères, ou bien les cadres des ministères, ou bien de l'administration publique, ne demandent pas trop. Et je suis, bon, ils viennent et ils mettent des programmes et puis, allez, on finit pas. Bon, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, je pense que le problème ici, pour relever ce défi, c'est la formation et la sensibilisation. La sensibilisation des premiers décideurs à la culture du suivi et évaluation, à la gestion axée sur les résultats. Je pense que c'est ça. Si d'autres, les aînés aussi peuvent aussi ajouter d'autres choses. Moi, particulièrement, avec mon expérience, c'est ce que je peux dire. Merci. Merci, M. Sintanya. Nous avons également dans le chat la question de M. Aboulaye Maïgaz qui dit le suivi, évaluation dans un contexte d'insécurité est un vrai problème car il coûte aussi énormément au projet. Alors, en dehors du monitoring à distance, quel système est possible de mettre en place? C'est la question de M. Maïgaz. Merci. Alors, je vais intervenir et laisser la place à ma grande sœur. Je sais qu'elle va intervenir sur ça, puisqu'elle est encore mieux placée pour ça. Moi, je dirais, sur un projet de la Banque mondiale aussi, où j'ai eu la chance d'être l'assistant en suivi et évaluation, qu'est-ce que nous avons adopté? Surtout pour résoudre ces problèmes-là, d'abord, nous avons eu à former. On a eu à former certains acteurs du projet, certaines cibles du projet, pour aller maintenant collecter certaines informations et alimenter. On a mis en place un système de renseignement des données, de collecte régulière de données sur certaines actions. Je pense que surtout dans le contexte d'insécurité, l'approche là peut être vraiment valorisée. Et surtout, ces données-là, quand, par exemple, comment ça s'est passé là-bas, c'est généralement sur l'outil James. Donc,
on géoréférence, on fait la géoréférencement d'une activité ou bien d'un résultat ou bien de quelque chose. Bon, généralement, ça, c'était dans le domaine de l'environnement, donc l'aménagement des berges, la restauration en termes des mangroves. Donc, on arrive dans les zones où on a planté ou bien fait les reboisements de mangroves, on géolocalise et on nous donne approximativement le nombre de plants déjà mis en terre là-bas, ou bien, si c'est la restauration des berges, les espèces mises en place et puis tout ça là en géolocalisant. Maintenant, quand on récolte ces données-là, nous, on introduit ça dans l'application riche de la Banque mondiale que j'aime tant. Et directement, c'est que même, peu importe, les bailleurs de fonds, même eux, ils regardent, les acteurs, c'est que toute personne qui a accès à la plateforme peut voir directement, peut faire le suivi de l'activité. Je pense que c'est quelque chose, c'est une méthode aussi possible. Hein, parce que dans certaines zones comme le Burkina Faso, où j'ai passé pratiquement tout mon temps, dans certaines zones comme Dori et autres, bon, il y a des localités vraiment inaccessibles. Or, il y a déjà le projet, il y a déjà les actions du projet là-bas. Donc, je pense que si on peut former certaines cibles dans cette zone pour une collecte régulière de certaines données, c'est qu'on veut avoir, donc je pense que ça peut résoudre le problème. Merci. 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 Monsieur Yao. Madame Bossou, vous pouvez y aller. Ok, merci Monsieur Yao qui a résumé. Je pense que dans un contexte comme ça, c'est la digitalisation qui est recommandée et se baser sur les agents de développement communautaire. Donc, se baser sur ces agents, les former et faire du transfert de compétences à ces agents qui peuvent nous accompagner à avoir les données pour pouvoir faire fonctionner notre système de suivi et évaluation. Merci. Merci, Madame Bossou. Nous avons également des mains en ligne. Nous avons la main de Maouzou Kindo, de Jeannette. Je pense qu'on va donner la parole à monsieur ou madame Kindo. Merci, vous avez la parole. Merci bien. Bonjour à tous et à tous, c'est monsieur Kindo. Kindo Maazou, je suis consultant donc en suivi et évaluation depuis le Burkina Faso. Merci. Alors, je voudrais à la suite donc de ma prédécesseur donc dire merci donc aux présentateurs donc pour la clarté donc de leur présentation sur une thématique que je trouve vraiment intéressante qui est donc l'intégration du suivi et évaluation donc dans le processus donc d'élaboration des projets. Alors pour moi, l'intégration du suivi et évaluation donc dans le cycle de projet, pour moi c'est un aspect qui est au cœur même de la réussite donc de la gestion de projet, ce fait que c'est une composante vraiment indispensable donc pour la réussite des projets. Alors le premier panéliste a présenté en fait les différentes composantes donc ou bien disons les différents critères donc d'évaluation donc des projets à travers notamment donc les critères donc de justesse, les critères de cohérence, d'impact, de durabilité. Alors ma question est de savoir généralement pour les interventions de courte durée, on a tendance parfois donc après l'intervention donc à faire des évaluations qu'on qualifie en fait d'évaluation d'impact, qu'on mesure donc à travers donc ces critères donc de l'OCDE et qu'on essaie de voir donc l'impact de l'intervention. Est-ce que réellement donc on peut dire que ce sont des impacts? Parce que selon sa définition que j'ai entendue, donc l'impact donc c'est l'effet donc sur le long terme donc d'une intervention en quelque sorte sur une population donnée. Le deuxième aspect donc de mon intervention va porter donc sur l'intervention donc du troisième panéliste qui a touché vraiment des aspects que je trouve vraiment qui sont des défis donc en matière donc de suivi et évaluation, notamment donc les données de base dans la gestion des projets. Comme il a si bien évoqué, parfois donc on met en œuvre des projets et parfois l'équipe de gestion de projet n'a pas été associée par exemple à la conception du projet, ce qui fait que parfois il n'y a pas des composantes donc de suivi et évaluation, notamment donc les activités de suivi et évaluation qui vont permettre de pouvoir donc implémenter sereinement le projet et de pouvoir à la fin donc montrer en fait le niveau donc de changement donc que le projet a pu apporter. Et parfois quand c'est mélangé, c'est vers les suivis évaluateurs qu'on retourne pour dire bon, d'essayer de trouver des chiffres, des données pour montrer qu'effectivement le projet a intervenu, le projet a touché telle cible
Donc, je pense que je me rejoins à lui pour dire que vraiment, c'est un aspect qu'on doit vraiment encourager et faire le plaidoyer pour que les différents donc, acteurs qui sont associés donc, à la conception donc, des différents projets soient vraiment outillés sur les questions donc, de suivi et évaluation pour vraiment prendre à bras le corps donc, le suivi et évaluation donc, dans la gestion des projets. Voilà un peu mon intervention. Merci bien. Merci, M. Kindo, pour votre intervention, votre contribution en deuxième lieu et votre question. Pour votre question, nous allons appeler M. Salah, notre tout premier intervenant. Merci, merci Evelyne, merci pour la question. Alors, vous avez tout à fait raison. Des fois, on trouve dans les TDR, les termes des références, le commanditaire qui demande une évaluation d'impact d'un projet qui vient d'être achevé. Normalement, une évaluation d'impact, ça se fait généralement 2-3 ans, sinon plus, après la fin de l'intervention. Et un autre point très important, c'est que une évaluation d'impact, ça demande, c'est une approche très spécifique qui demande des données baseline, la ligne de base. Et à défaut, on peut trouver d'autres méthodes statistiques pour mener une évaluation d'impact. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Mais pour répondre à votre question, c'est que vous avez raison. Après l'intervention, on fait une évaluation finale et pas d'évaluation d'impact. Mais à défaut, les gens utilisent ce mot, mais il faut du temps pour mesurer les faits. Et pour l'évaluation d'impact, généralement, il y a des méthodes statistiques mobilisées pour mesurer les faits. Et pour fermer la parenthèse, la particularité de l'évaluation d'impact, c'est que l'évaluateur essaie d'isoler l'effet d'une intervention. Donc, comme vous savez, le résultat des interventions, on ne peut pas toujours l'attribuer à une intervention, mais on dit que l'intervention a contribué à la réduction de la pauvreté, a contribué à l'atteinte des résultats, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Donc, l'évaluation d'impact, donc la valeur ajoutée, bien la spécificité de l'évaluation d'impact, c'est que avec des méthodes statistiques, on va essayer d'isoler l'effet lié à l'intervention. Voilà, merci. Merci, M. Tala. Nous allons à présent passer la parole à Mme Jeanne pour sa préoccupation. Merci. D'accord, merci. Bonjour à tous. Je suis Jeanne Kouglenou, sociologue de formation, chargée de mission de géoanalytique au Burkina Faso. Donc, où j'appuie toutes les organisations qui ont bénéficié des fonds GESAF au Burkina. C'est beaucoup plus des contributions. Je n'ai pas de questions, mais beaucoup plus des contributions. Puisque pour compléter les informations données par M. Yao, parce que je voyais qu'il s'est beaucoup plus apaisanti sur le secteur public. Moi, étant un acteur humanitaire et beaucoup plus dans le privé, les ONG, bon, j'ai remarqué un certain nombre de défis qui ne sont pas forcément ressortis dans sa présentation. Donc, je voulais dire, en termes de défis même, nous avons constaté que généralement, les structures, notamment le privé, ils fonctionnent par soumission aux grants. Donc, quand on les appelle de projet, ils reçoivent ces fonds-là, bon, c'est juste pour une année, tout au plus. S'ils ont trop reçu, c'est 3 années. Et généralement, ces appels sont soumis à des délais. Voilà, il faut rapidement écrire le projet et le soumettre. Qui sont ceux qui écrivent ces projets-là? Vous allez voir, peut-être c'est un noyau de 4-5 personnes d'une association ou d'une organisation, et dès que c'est fini, bon, l'essentiel, c'est d'avoir le financement. Donc, c'est quand ils ont le financement maintenant, et à la suite des exigences des bailleurs maintenant qui commencent par réfléchir, ok, en dehors du chargé de projet, il faut chercher un chargé de suivi évaluation, il faut chercher un financier, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si le bailleur de fonds n'a pas exigé un plan de suivi évaluation,
ben, les gens, ils ne l'intègrent pas dans leurs documents. Ça, c'est ce que j'ai déjà constaté. Et maintenant, quand après, ils arrivent quand même à recruter un chargé de suivi évaluation, ça, c'est seulement quand le bailleur aussi le demande, parce qu'il y a des projets qui ont fonctionné jusqu'à la fin sans avoir de chargé de suivi évaluation. Et quand le bailleur demande un chargé de suivi évaluation, quand bien même, il faut que le chargé de suivi évaluation arrive à comprendre son rôle, parce que le chargé de suivi évaluation, il n'est pas un fourre-tout. Et ce qu'on voit dans plusieurs organisations, tu vois, le chargé de suivi évaluation, il est à la fois, il joue le rôle de communication et il fait autre chose. Pourtant, le suivi évaluation, il est très complexe. Il est très complexe. Il ne s'agit pas seulement de venir à la fin du mois, prendre des données et puis dire, voilà, on est à 10%, on est à 20%, on est à 100%. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces résultats? Il y a plein d'organisations, plein qui collectent des données, mais par la suite, ils n'utilisent pas ces données. Tu vois, tu analyses, tu vois qu'on n'a même pas utilisé 5%, on n'a pas utilisé 5% des données collectées. C'est juste pour dire, voilà, il y a nombre de femmes, nombre d'hommes, voilà, tranche d'âge, et puis ça s'arrête là. Et toutes les autres informations que vous mettez dans vos formulaires, qu'est-ce que vous en faites? Or, si on arrive déjà à faire comprendre aux structures et à toutes les parties prenantes ce qu'on peut faire avec les données, ben, on va laisser le chargé de suivi évaluation aller jusqu'au bout de son travail et ne pas le surcharger. Donc, déjà, la solution que je propose, c'est déjà que les chargés suivi évaluation, qu'on les embauche, qu'ils fassent correctement leur travail, qu'ils essaient d'auto-former, parce que souvent, on se retrouve sur un poste et puis voilà, on n'essaie plus de se former. Pourtant, le chargé suivi évaluation, il est confronté permanemment à des défis. Et pour chaque défi, ce n'est pas rester statique qui résout la solution. Il faut chercher à voir qu'est-ce qui se passe sous d'autres cieux, qu'est-ce qui se passe dans d'autres organisations, dans d'autres contextes. Et surtout, je vais prendre le cas du Burkina Faso où j'ai beaucoup travaillé, où je suis toujours d'ailleurs. Ah ben, si tu veux utiliser le système classique où il faut attendre peut-être 6 mois pour faire une évaluation, ou bien tu veux attendre une année pour faire une évaluation, en fait, tu vas venir et puis tu ne vas plus trouver des bénéficiaires. Ben, ça veut dire que tu es obligé de t'adapter à cette situation-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te mettre en la tête que déjà, à la fin de chaque mois, pendant que tu es là en train de faire ton rapportage mensuel, essayer de produire une sorte d'évaluation. Il y a plein d'outils maintenant qui nous permettent, que ce soit en situation d'urgence, de pouvoir collecter des données. Le basique, c'est déjà Kobo, mais combien de suivi, ou bien combien d'organisations prennent déjà conscience? On va parler de manque de financement. Oui, on peut ne pas inclure ce financement-là dans le projet, mais quand on se rend compte, pour partager un lien Kobo-Colette, on n'a pas besoin d'un milliard pour le faire. Donc, il y a aussi la volonté aussi pour que ça puisse aller. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas trop tirer. Merci et vraiment pour l'opportunité. Merci, Madame Jeanne. Merci. Ah, d'accord, Monsieur Sintanya, je vous en prie. Ok, merci beaucoup, Madame Jeanne. Vraiment, c'est vous avez la parole, Monsieur Sintanya. Merci. Ok, vous m'entendez? Oui, Monsieur Sintanya. D'accord, ok. Merci beaucoup, Madame Jeanne, pour ce partage. Je suis d'accord avec vous. Et comme je l'avais dit au début de ma présentation, j'ai focalisé plus ma recherche autour des administrations partenaires, sinon les pays membres de la CEDEAO avec qui j'ai eu à plus échanger. Et certains partenaires de la zone CEMAC avec qui aussi j'ai eu à échanger aussi sur
Donc, vraiment, le secteur privé, vraiment, je veux être honnête pour dire que je n'ai pas eu vraiment à toucher du doigt ce secteur privé. Donc, merci beaucoup pour ce partage d'expérience que vous avez dit. Vous avez dit quelque chose aussi qui est intéressant là-bas. Moi, je trouve aujourd'hui, le secteur privé aussi embauche des, excusez-moi, les suivi-évaluateurs de nom. C'est ça qui fait le problème, en fait. Sinon, il y a des gens qui sont formés vraiment à ce domaine. Mais le souci, c'est que souvent, ces institutions aussi sont là à rechercher les expériences de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Or, les écoles de formation en suivi-évaluation, c'est récent. Donc, tu vas voir les jeunes qui sortent et ils sont là. Ils ont cette capacité de pouvoir faire les choses, mais à cause de l'expérience, ils n'ont pas cette chance de pouvoir intégrer ces organisations ou bien ces structures. Du coup, c'est des gens qui ont duré sur la gestion des projets, et bon, peut-être une fois, il a eu à faire le suivi-évaluation avec un petit cabinet dans un coin quelque part là, et bon, il met ça dans le dossier. Bizarrement, quand ça arrive à votre niveau, les GRH aussi valident, et il est avec vous. Donc, écoutez, soyez-en sûr que doit avoir ces problèmes. Sinon, moi, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, au Togo, et dans la zone CEMAC aussi, il y a une école de formation en suivi-évaluation, je suis d'accord avec ça, mais est-ce qu'on embauche ces personnes pour pouvoir faire le travail? Parce que, bon, eux, ils sont là, peut-être c'est avec 1 an, d'autres viennent de sortir des universités, mais ils ont cette capacité de pouvoir faire bon. Je trouve que vraiment c'est ça le problème. Le secteur privé aussi a vraiment des louages, bien la lourdeur de ces expériences qu'il faut vraiment réduire pour pouvoir prendre les jeunes suivi-évaluateurs qui ont cette compétence, des technicités nouvelles pour pouvoir intégrer alléger la tâche aux gestionnaires de projet, si je veux me résumer comme ça. Merci beaucoup. Merci, M. Sintaya, pour votre intervention. Alors, vu le temps, nous allons prendre les 3 mains qui sont levées depuis. Je vais parler de M. Similiwa, de Abandé et de M. Moké. Donc, nous allons commencer par M. Similiwa pour sa préoccupation. Merci. Vous avez la parole. Monsieur Similiwa, vous avez la parole. Étant donné que M. Similiwa ne réagit pas, nous allons passer la parole à M. Moké. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Ça va, nous entendons. Ok, je suis M. Roger Angono Moké, donc de la République du Congo, conseiller à l'évaluation des réformes du ministre en charge de la réforme de l'État, mais également secrétaire exécutif de l'Association congolaise de l'évaluation. J'interviens un peu, c'est juste pour nuancer un peu le diagnostic qui a été fait, notamment en ce qui concerne la dynamique de l'institutionnalisation et de la professionnalisation en zone CEMAC. L'intervenant qui est passé a fait un commentaire, mais je pense quand même que nous devrions quand même regarder avec un peu plus de distance ce qui se fait au niveau de la CEMAC. Je reconnais quand même qu'il n'y a pas beaucoup de communication là-dessus, mais lorsque nous regardons quand même au sein des pays, je pense quand même qu'il y a déjà une dynamique qui est là, déjà du côté de la société civile. Le fait que dans la majorité des pays de la CEMAC, il y a déjà des associations nationales d'évaluation. Je parle là déjà du Congo, du Gabon, du Cameroun. Je sais aussi qu'il y a la Guinée équatoriale qui a une association nationale d'évaluation. Déjà, cela confirme quand même une certaine dynamique. Il y a souvent des rencontres qui sont organisées avec toutes ces associations-là, une plateforme avec l'initiative, notamment avec l'appui de l'UNICEF, pour permettre déjà des échanges avec les différents responsables de ces associations-là. Et au niveau, je veux dire, institutionnel, donc au niveau des gouvernements, il y a par exemple le Congo qui vient de terminer son diagnostic des capacités nationales en suivi-évaluation avec l'appui du centre CLIE. Je pense que tous ceux qui sont de l'UMOA connaissent bien le centre CLIE francophone qui est basé à Dakar.
Le centre, lui, a été également très actif au Gabon. Je ne sais pas si la coopération continue jusqu'à aujourd'hui, mais je sais qu'ils ont quand même aidé un peu le Gabon à avancer. Et aujourd'hui, nous sommes en train de basculer vers le renforcement des capacités, vers l'élaboration d'un programme national de renforcement des capacités. Et tout cela, si cela se fait, c'est parce que quelque part, il y a l'appui au niveau institutionnel. Déjà, c'est vrai que le Congo, si je regarde au niveau institutionnel, nous avons à peine, je crois, 3 lois, la loi portant PND, qui institue l'évaluation, il y a la loi d'orientation de la réforme de l'État et une loi sur la performance de l'action publique. Ce sont les 3 lois qui instituent déjà l'évaluation en République du Congo. Mais je reconnais aussi qu'au niveau du renforcement des ressources humaines qualifiées, il y a quand même un gap, bien qu'il y ait une école au Gabon qui forme beaucoup plus sur l'évaluation, mais c'est à nuancer parce que c'est très axé projet, ce qui est un peu différent de ce qui se fait surtout au niveau de l'administration publique, ça je le reconnais quand même. Mais je pense quand même qu'il y a une certaine dynamique. D'ailleurs, j'ai eu la chance, toujours cette année, de participer à la table ronde sous-régionale de l'UMOA qui a été organisée par le centre à Abidjan, et ça a permis quand même de faire une petite comparaison. Je reconnais qu'en Afrique de l'Ouest, les pays de l'Afrique de l'Ouest sont un peu beaucoup plus avancés, mais là aussi, il faut regarder. Le pays le plus avancé, je dirais bien évidemment que c'est le Bénin. Au Bénin, nous pouvons parler aujourd'hui peut-être déjà de l'existence d'un système national de suivi et évaluation, mais au dehors du Bénin, bien que je crois la Côte d'Ivoire a maintenant une loi sur l'évaluation, mais je pense que tout ça, ça reste comme un peu des dispositifs un peu éparpillés qui ne se parlent pas encore vraiment, mais là où on peut dire qu'il y a vraiment un engrenage qui fonctionne correctement, légèrement un peu bien, c'est le Bénin. Donc, je pense quand même qu'il faudrait un peu nuancer. Il y a déjà une dynamique au niveau de la zone CEMAC, bien qu'il n'y ait pas encore beaucoup d'initiatives, surtout en matière de communication, de vulgarisation de ce qui se fait donc au niveau de la CEMAC. C'était juste ce petit commentaire que j'avais voulu quand même faire. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Moké. Nous allons passer la parole à M. Adondé pour son intervention. Vous avez la parole. Merci beaucoup, chers tous et chères toutes. Et je remercie également les différents présentateurs pour leurs interventions et leurs présentations, qui a apporté beaucoup d'éclaircissements en ce qui concerne le suivi et évaluation et son intégration dans la planification des projets et programmes. Et je voudrais intervenir pour apporter quelques précisions, quelques contributions. D'abord, je suis Arnaud Adondé, je suis du Bénin. Je suis consultant en suivi, évaluation et en élaboration des politiques publiques et programmes. Actuellement, je suis chargé de suivi et évaluation sur un projet de la Banque mondiale au Bénin. En fait, nous devons comprendre, d'accord, que le système ou bien le suivi et évaluation n'est pas seulement un simple processus d'aide à la décision à destination des décideurs. Souvent, les gens le prennent comme tel. Or, en réalité, c'est un système qui agit, c'est un dispositif qui agit comme un accompagnement dans une double responsabilité de transparence et d'apprentissage, en fait. Donc, l'intégration du système du suivi et évaluation dans l'élaboration, dans la conception des projets, il y a un aspect qu'il faut prendre en compte, la notion du genre, puisque le concept a tellement évolué que actuellement maintenant, nous parlons, surtout au Bénin, et comme l'a dit monsieur, mon prédécesseur tout à l'heure, nous parlons actuellement au Bénin de l'intégration du genre dans les mécanismes, dans les dispositifs de suivi et d'évaluation pour une politique publique équitable. Et dans ce sens, et dans cette dynamique, c'est une approche, d'accord, qui permet d'abord d'allouer dès la planification un budget, d'accord,
au dispositif, au mécanisme de suivi et évaluation. Là, ça permet d'éviter beaucoup de problèmes pour qu'on ne dise pas que on n'a pas les moyens de faire les revues de performance comme cela se doit sur les projets. Il y a un budget, approximativement 10% du projet qui est réservé pour le suivi et évaluation lorsque on prend en compte l'intégration de ce dispositif dès la conception. Et la notion du genre dans ce mécanisme, dans ce dispositif, ça permet aussi d'avoir une représentativité équilibrée, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, d'abord au niveau de l'équipe de gestion du projet. Et ici, chez nous, au Bénin particulièrement, il y a des unités de gestion du projet qui sont mises en place pour le pilotage, pour la coordination et pour la mise en œuvre de presque tous les projets. Et dans cette unité, il y a chacun a son cahier de charge bien défini pour pouvoir aider, pour pouvoir accomplir une tâche spécifique pour la mise en œuvre du projet. Et lorsque ce dispositif est pris en compte, ça permet non seulement, d'accord, d'évaluer en quoi les activités ou bien les interventions du projet ont permis de faire évoluer les inégalités, les discriminations et les relations de pouvoir relatives aux gens. Et ça permet aussi de mettre en place un système de monitoring, d'accord, qui permet de mesurer les impacts différenciés du projet, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. Et aussi dans la réalisation des activités, ça permet de définir les horaires, d'accord, des activités pour ne pas pénaliser, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, pour que les cibles ou bien les bénéficiaires du projet soient vraiment impliqués dans la mise en œuvre du projet. Donc, c'est très important. Il y a cette notion-là qu'il faut vraiment intégrer dans les dispositifs de suivi et évaluation dès la conception du projet, c'est-à-dire l'intégration du genre. Voilà un peu ma contribution par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure. Je ne vais pas trop garder la parole. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Adondé, pour votre contribution qui vise à promouvoir le développement inclusif avec l'intégration du genre dans nos processus de suivi évaluation d'un projet de développement. Merci beaucoup. Nous allons dès à présent donner la parole à nos différents intervenants parce que notre webinaire tire à sa fin pour le mot de fin. Nous allons commencer par l'Amazone béninoise. Madame Boussou, vous avez la parole. Merci. Ok, merci beaucoup à tous les collègues qui ont aidé à animer ce webinaire. Merci aux intervenants pour leur contribution très riche. Merci à M. Adondé pour avoir attiré l'attention sur l'aspect genre. Je me dis sûrement le baromètre va prendre en compte ça et peut-être va planifier un webinaire très bientôt pour qu'on en parle beaucoup plus. C'est vraiment très important la prise en compte du genre, aussi bien au niveau des équipes qu'au niveau de l'opérationnalisation. Merci bien et à très bientôt. Merci, Madame Boussou. Merci de votre contribution. Monsieur Salah, vous avez la parole pour votre mot de fin. Merci. Je vous remercie pour l'échange et pour vos contributions. Et j'aimerais seulement dire que l'institutionnalisation de l'évaluation, il est en cours de marche en Afrique. On a parcouru des étapes très importantes. Le reste est à venir, mais il faut surtout, comme a dit tout à l'heure un collègue, échanger et partager les retours d'expérience pour favoriser l'institutionnalisation du système ou bien de l'évaluation en général dans le pays africain. Merci et au plaisir de vous rencontrer lors d'un prochain événement webinaire. Merci. Merci infiniment, M. Tala. Nous allons donner la parole à M. Sintana également pour son mot de fin. Merci. Alors, merci beaucoup à tous les participants et à mes aînés et les panélistes et au Institut Baromètre
pour l'occasion de partager ces expériences avec vous. Je dirais tout simplement que le suivi évaluation est évolutif et actuellement, avec le système de digitalisation, ça va très vite, puisque l'intelligence artificielle est aussi en train de s'intégrer doucement dans le système de suivi évaluation. Donc, ça serait intéressant aussi à tout un chacun ou chaque acteur de suivi évaluation de se former, d'aller vers ces systèmes de digitalisation pour d'abord réduire les tâches et maximiser le temps. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Merci. Merci beaucoup, M. Sintaya. Merci à nos différents experts pour leur contribution inestimable dans la reçue de ce webinaire. Merci à toute l'équipe du baromètre pour l'opportunité. Merci à M. Dossou, sans qui je ne serais pas là en train d'animer ce webinaire, c'est sûr. À vous les participants et participantes, merci. Merci d'avoir pris de votre temps pour nous accompagner, pour nous suivre à ce jour jusqu'à cette heure. Merci. Également, je vous encourage à participer régulièrement au webinaire trimestriel organisé par le baromètre. Et j'espère vraiment avoir assuré la modération dans ce webinaire. Et rendez-vous pris pour le prochain webinaire qui se déroulera dans le premier trimestre de l'année 2025 avec des thèmes encore plus intéressants. Et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. D'ici là, je dirais, portez-vous bien. Merci. Merci, bye bye. Merci et bonne journée à vous également. Merci. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci Evelyne, merci aux panélistes, merci aux participants, merci. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup pour les vœux de fin d'année. À très bientôt. Merci à vous. Merci.